Je pense assez dense parce que il y a beaucoup d'informations ces derniers jours, que ce soit à la Fed, que ce soit à la BCE, hein, puisque Mario Draghi a clairement évoqué hier la possibilité d'un VLTRO, que ce soit sur la conjoncture, que ce soit sur la France. Là, on parlera in fine de la situation en France, notamment à la veille du budget, hein, essayons de regarder ce qui va bouger, ce qui ne bougera pas et comment les choses vont se mettre en place. Donc on a une séance dense. J'espère que tout le monde se connecte bien et qu'il n'y a pas de soucis. Et si c'est le cas, bien je m'en réjouis. Donc voilà, on est reparti. N'hésitez pas à poser des questions, hein, parce que il y a beaucoup de choses et donc c'est toujours plus vivant parce que voilà, tout le monde est content quand il y a pas mal de questions. Alors, juste un point, c'est pas de l'information privée, mais j'ai eu, mais on va commencer par parler un peu des États-Unis et de la politique monétaire. Vous savez que la semaine dernière, Larry Summers a dit qu'il n'était plus candidat. Bernanke n'a pas donné les signaux qui étaient attendus par les investisseurs. Et puis, dernier point, j'ai eu ce matin l'opportunité de rencontrer des officiels américains et j'aurais posé la question de savoir qui de Yellen et d'Yellen allait être président de la Fed, et il m'a dit que ce sera probablement Yellen. Donc voilà, c'est pas un avis officiel, je n'ai pas rencontré Obama pour discuter de ça, mais clairement les gens du Trésor américain considèrent que Yellen est très clairement devant tout le monde pour prendre la succession de Bernanke. Donc voilà, ça c'est un premier point. Je vais poser aussi une question sur le plafond de la dette et il trouve absolument absurde la situation américaine en disant ben voilà, tout le monde a voté le budget et là on revote le budget pour modifier le plafond de la dette. Et en fait il dit le problème sur cette question vient du fait que eh bien sur le plafond de la dette on est dans des discussions très politiques, mais pas politiques au sens qu'est-ce que je pense de l'orientation de la société et du monde, c'est sur des problématiques de pouvoir interne, et donc c'est une question qui est compliquée à gérer. Et il dit, en fait, ce qui peut être intéressant est le fait que Obama ne se représentera pas. La dernière fois, à l'été 2011, il avait un mandat qu'il fallait renouveler, hein, puisqu'on était à quelques mois des élections. Là, il dit, c'est plus du tout le cas. Donc, il pourrait adopter une stratégie un petit peu différente en disant, voilà, vous avez voté le budget, maintenant il faut le dépenser. Et vous pouvez tourner dans tous les sens. Moi, président des États-Unis, avec ce budget, je le dépense et attaquez-moi si vous n'êtes pas content. Donc il y a une situation un peu tendue, mais qui n'est pas tendue de la même façon qu'à l'été 2011. Je vous rappelle qu'à l'été 2011, on avait des tensions très fortes entre les républicains qui étaient dépassés par la droite, par le Tea Party, et les démocrates qui étaient dépassés par la gauche, par les libéraux. Et donc ça faisait un mélange un petit peu compliqué à gérer. Là, on est plus dans des problématiques de pouvoir, de John Boehner comme speaker, etc. Chacun, speaker républicain, et chacun essaie de conserver son influence, et c'est la façon dont il me décrivait la problématique. Donc voilà, c'est un premier point qui me semblait intéressant d'évoquer avec vous. Alors, sur les décisions qui ont été prises ou non prises par Bernanke, globalement, alors je ne sais pas si vous avez vu le papier que j'ai fait là-dessus, en fait, il y a deux problématiques. Il y a une problématique de macro standard. Il n'y a pas eu
la dynamique macroéconomique attendue. Je vous rappelle qu'au mois de juin, Bernanke était très enthousiaste, on peut le dire, sur l'évolution de l'activité économique. Les prévisions de croissance étaient fortes, 2,45 en milieu de fourchette pour la Fed. C'est quelque chose de fort, ça c'est un point sur lequel on doit être attentif. La Fed était à 2,45 d'attente sur 2013, pardon. Et donc ça c'est un premier point qui a été évoqué par Bernanke. L'autre point qui a été évoqué est de dire attention, on est sur une politique budgétaire et monétaire qui devient des politiques qui deviennent contraignantes. La politique budgétaire depuis mars, puisqu'il y a les séquestres, les coupes de dépenses qui sont assez fortes, et puis depuis peu, la remontée des taux d'intérêt long terme pèse sur les conditions monétaires. Et alors Bernanke s'en étonnait un peu, mais quand on regarde les conditions monétaires, on s'aperçoit que le mouvement démarre au moment où il intervient au Congrès le 22 mai. Donc il joue un peu les pompiers pyromanes sur cette question, puisque globalement, et on comprend bien la logique, je change les termes de ma politique monétaire, donc demain ou après-demain, mes taux d'intérêt court terme seront plus élevés, et donc j'escompte dès aujourd'hui des taux longs plus élevés. C'est ce qu'on a observé ces derniers temps. Et ce point-là a été, on doit bien avoir ça en tête, la remontée des taux est liée aux anticipations de changement de politique monétaire. Alors on peut rajouter des éléments sur les guidance, comme on l'avait déjà évoqué, sur le fait de dire je vais maintenir des taux très bas pendant très longtemps. Croyez-moi, je suis prêt à m'engager, je vais mettre des bornes, des jalons sur les taux sur le taux de chômage, sur l'inflation, et si ces conditions sont respectées, eh bien, je remonterai mes taux d'intérêt au bout d'un moment. Et chaque personne sur les investisseurs a cru vraiment à cette question, puisqu'on a vu progressivement le moment où les taux de la Fed seraient montés se rapprocher progressivement pour arriver à la fin de l'été 2014 récemment. Donc, on a là Bernanke qui s'étonne, mais qui a joué un rôle majeur sur cette question. Donc voilà, ça c'est la problématique. Les questions macroéconomiques, les données macroéconomiques n'étaient pas suffisamment robustes pour valider cette question. Alors après, il y a toute une série de discussions. Je ne sais plus son prénom, Edith George considère que c'était pas bien, c'était un propos d'hier qui disait, en fait, comme l'activité redémarre, eh bien, on prend un risque un coût, il y a un risque de coût élevé sur cette problématique. Dans le même temps, le patron de la Fed de New York, Will Dudley, disait non, les données macro sont pas encore assez fortes. Donc on a une discussion assez dense au sein du FOMC sur cette question. Mais voilà, pour l'instant, Bernanke a décidé que on n'était pas suffisamment, l'activité n'était pas suffisamment robuste pour y aller. Alors après, il y a une discussion sur les prévisions. Là, il y a des choses intéressantes parce que, alors d'un côté, il y a des prévisions de croissance et Bernanke est arrivé, enfin la Fed prévoit 2,15% en milieu de fourchette sur l'année 2013. Alors 2% de croissance, 2,15% de croissance, compte tenu de ce qu'on observe jusqu'au mois de juin, eh bien ça fait une croissance de 5,1% en taux annualisé au troisième et au quatrième trimestre. Bernanke, on a reproché à la Fed d'être trop optimiste dans ses prévisions antérieures. Eh bien, probablement qu'on est dans la même situation aujourd'hui, puisque 5,1% en taux annualisé, c'est beaucoup. On peut le tourner dans tous les sens, ça fait beaucoup. Et on voit bien sur la séquence que ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu ce type de situation. Donc on est probablement sur des perspectives d'activité beaucoup moins. Enfin, on a des perspectives qui sont probablement trop optimistes par rapport à ce qu'on pouvait attendre.
Et donc les chiffres de 2014, entre 2,9 et 3, sont aussi soumis à interrogation. Parce qu'on terminera avec un acquis qui sera plus faible. Mais ça, c'est un premier point. Bon, on sait que la Fed a un biais optimiste. Ok. L'autre point que je trouve très préoccupant, c'est sur les taux d'intérêt. Parce que, alors, avant d'évoquer cette question, juste un mot, on a reproché à la Fed d'être assez maladroite sur sa communication. Hein, en disant, ben voilà, au mois de juin, Bernanke y est allé, tout le monde a cru parce que c'était la Fed, et puis finalement, ça marche pas si bien que ça, et est-ce que c'est une opération de com, etc. Il y a une vraie question qui a été posée, mais là, dans ce communiqué, il y a une vraie question aussi qui est posée. C'est-à-dire que la règle, le guidance que donne la Fed, c'est on commencera à réfléchir à une hausse des taux d'intérêt, hein, le taux des Fed Funds qui est entre 0,25 et entre 0 et 0,25 aujourd'hui, on commencera à y réfléchir quand le taux de chômage sera à 6,5% ou en dessous, et quand l'inflation sera 0,5 points au-dessus de la cible de 2% de la Fed. Les anticipations à 1 ou 2 ans sera 0,5% au-dessus de la cible de la Fed. Alors, on regarde ça, on regarde plus loin dans le document sur les prévisions que tous les membres du FOMC, une large majorité, 12 sur 17, considèrent que la première hausse aura lieu en 2015. Et puis, vous faites un petit retour en arrière, vous retournez à la première page où il y a les projections, et vous apercevez que là, même en 2016, l'inflation anticipée par la Fed sera inférieure à 2%, ou maximum à 2% en haute fourchette. Et donc la question, c'est si effectivement on commence à réfléchir en fonction du taux de chômage et des anticipations d'inflation, en 2016, il n'y aura toujours pas de remontée des taux. Donc là, il y a un vrai souci de com de la part de la Fed. Et puis, l'autre point aussi qui est un petit peu, qui est préoccupant quand même, c'est que, indépendamment de cette question, même si elle est essentielle, mais indépendamment de celle-ci, la Fed nous dit en 2016, c'est-à-dire dans 3 ans, les taux seront à 2%, et la valeur normale des taux des Fed Funds, c'est 4%. C'est-à-dire que dans 2 ans, dans 3 ans, on ne sera toujours pas vraiment sorti de cette période de crise. Ça nous donne une information sur le manque d'optimisme des banquiers centraux américains. Donc voilà, c'est ce que je voulais évoquer avec vous. Alors très clairement pour moi, au regard des prévisions de croissance, d'inflation, je ne pense pas que la Fed aujourd'hui soit très pressée d'intervenir. Et donc, même si Bernanke a dit, oui, on a toujours la possibilité de faire du tapering avant la fin de l'année, j'ai du mal à y croire. Donc on verra les minutes qui seront publiées d'ici 3 semaines, ce qu'il y a dedans, comment on appréhende la situation, mais clairement on a un environnement qui a changé du côté de la Fed. Alors, je vais faire un saut assez long. On viendra tout à l'heure sur les problématiques de la Fed, mais je voulais juste montrer un point qui est ici. Passons, puisqu'on parle de la politique monétaire de la Fed, passons à celle de la zone euro. Alors j'aime bien ce graphique, je vous l'ai envoyé, hein, j'ai fait un blog dessus, 2 blogs même. Vous avez en bleu l'évolution du taux du 2 ans dans 1 an sur le marché obligataire. J'aime bien cette donnée parce qu'elle reflète assez bien les anticipations, et vous avez en violet l'évolution du même taux du 2 ans dans 1 an sur la zone euro. Et la vraie problématique qui est posée ici est de savoir quelle est l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, quelle est l'indépendance des marchés financiers européens par rapport à la Fed. Et clairement, quand on regarde ce graphique, on a un doute sur cette autonomie, si je puis dire, cette indépendance de la situation au sein de la zone euro par rapport aux États-Unis. Alors, face à cela, Mario Draghi, hier, il l'avait déjà évoqué à la conférence de presse, il l'a évoqué à nouveau ici, aujourd'hui, hier, devant le Parlement européen, il a dit très clairement,
qu'il y aurait certainement, très probablement certainement, une opération d'apport de liquidité pour redonner un peu d'autonomie au taux d'intérêt de la zone euro. L'objectif est de maintenir des taux d'intérêt très bas, très longtemps, et c'est un moyen de le faire. Donc attendez-vous à ce que rapidement, alors est-ce que ce sera d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine, ça c'est une question. C'est une question parce qu'il y a eu un rapport publié par la BCE sur le marché monétaire, et les intervenants sur le marché monétaire souhaitaient la mise en place d'un VLTRO, mais dans le même temps, souhaitait que ce soit plutôt en début d'année 2014. Donc la BCE a de la marge là-dessus, mais ça permettrait peut-être de dissocier davantage ce qui se passe aux États-Unis en matière d'anticipation de politique monétaire et ce qui se passe en Europe. Et on voit bien pour l'instant que malgré les affirmations de Draghi depuis le début du mois de juillet, eh bien les taux, les anticipations de taux ont parfaitement suivi ce qui se passait aux États-Unis. Donc voilà, c'était les deux points que je voulais évoquer sur les politiques monétaires. Voilà, mais ça me paraît important. Alors revenons aux questions américaines. Donc on était sur ce graphe. On va regarder quelques données macro qui ont pu avoir une incidence sur la décision de la Fed. Premier élément, vous avez ici en violet l'évolution des refinancements hypothécaires et vous avez en bleu l'évolution des taux d'intérêt hypothécaires. Alors vous voyez que il y a une cohérence globalement entre les deux indicateurs et que très probablement l'inflexion observée sur les mortgages, sur les taux mortgage, vous voyez, entre un peu moins de 3,5 et 4,5, un mouvement assez violent, eh bien, a une incidence très forte sur l'évolution des refinancements, et on ne peut pas exclure dans ce cadre-là que la hausse des taux mortgage, donc le comportement de la Fed, ait eu un impact. Alors, c'est quelque chose sur lequel il faut être attentif parce que on sait que Bernanke est très sensible au marché immobilier et qu'il souhaite que ce marché immobilier maintienne son allure plutôt vertueuse. Et donc ça, c'était un frein et c'est probablement quelque chose qu'on va observer dans les semaines qui viennent sur les marchés immobiliers américains. Ça aura probablement un impact non négligeable. Donc, soyons attentifs. On voit ici que déjà sur les refinancements hypothécaires, il y a une importance, une incidence très forte. On ne peut pas exclure que ça ait des impacts un peu plus forts et un peu plus persistants. Donc, soyons attentifs à ça. Alors, on ne le voit pas encore, sauf peut-être sur le NAHB, quand on regarde les indicateurs immobiliers, le NAHB reflué assez sensiblement en septembre. Les indicateurs de mise en chantier sont relativement stables pour les maisons individuelles, mais baissent sur les condominiums, les immeubles. Donc on a encore une image un petit peu floue de ce qui se passe sur les mises en chantier. En tout cas, on ne suit toujours pas l'évolution de l'indicateur NAHB. Et donc, soyons attentifs à cette problématique et aux questions qui sont posées par l'immobilier et par le changement de tendance qui va probablement revenir un peu sur les refinancements, mais pas forcément tant que ça, parce que chacun s'attend, et on n'a pas vu encore de correction très brutale sur les taux américains, donc chacun s'attend à ce que les taux restent accrochés à un niveau un petit peu plus élevé que ce qu'on observait au printemps dernier. Donc attention, là il y a une fragilité à constater, sur laquelle il faut être attentif. Autre point que je voulais souligner sur la fragilité des données macroéconomiques, c'est un point que j'ai déjà évoqué, mais sur lequel je reviens, c'est l'évolution du marché du travail, puisque vous avez en bleu l'évolution du taux d'emploi, qui évolue peu, et en violet l'évolution du taux de participation, le taux d'activité
En français, on dit taux d'activité, et en anglais, participation rate. C'est pour ça que j'ai mis taux de participation, parce que c'est ni français ni anglais, c'est bien. Mais on voit que ce taux d'activité, hein, l'emploi plus les chômeurs sur le nombre de personnes de plus de 16 ans, chute de façon très spectaculaire. Et comme l'emploi continue de progresser, ou est stable, hein, quand on regarde l'indicateur ici, eh bien, ça veut dire que le nombre de chômeurs recensés baisse dans cet indicateur, ça veut dire que les gens sortent du marché du travail. Et là, on a une illustration très simple. Et c'est un des points qu'a évoqué Bernanke, disant le marché du travail s'est amélioré, mais pas forcément de façon aussi saine qu'attendue. Et là, on a une illustration très simple de cette question. Et puis, le dernier point, du côté du consommateur, si on a vu enfin, on le verra juste après, on l'avait vu la semaine dernière, que les indicateurs d'enquête auprès des chefs d'entreprise sont plutôt fortes, eh bien du côté des ménages, la situation reste fragile. On le voit à travers l'indicateur de l'Université de Michigan, hein, c'est l'indicateur en violet sur le graphe, ou même sur la consommation jusqu'à fin juillet. Alors on aura les chiffres de septembre à la fin des chiffres d'août, pardon, à la fin de la semaine. Mais voilà, on a eu des chiffres du mois d'août sur les ventes de détail qui n'étaient pas très robustes. Donc on ne peut pas faire l'hypothèse que du côté de la demande, la situation va s'inverser très vite. Donc il y a eu du côté de la Fed une interrogation sur le marché de l'emploi, une interrogation des chiffres sur la demande, hein, qui n'était pas très robuste. Et tous ces éléments ont incité la Fed à repousser le moment où elle changerait de stratégie monétaire. Juste un point sur les données qui viennent de sortir. Ici, vous avez en bleu l'évolution de l'indicateur PMI pour les États-Unis. Alors, ce n'est pas l'ISM. Depuis peu, le Markit sort un indicateur spécifique aux États-Unis. Ce qui est intéressant, et ce que j'aime bien dans cet indicateur, c'est qu'il suit plutôt bien les fluctuations de la production industrielle. Et pour l'instant, on n'est pas sur quelque chose, sur une dynamique de la production industrielle qui fasse rêver. Quand on regarde l'indicateur en violet ici, on est sur une dynamique assez limitée. Et donc, on n'a pas d'attente très forte, d'accélération très forte perçue sur l'évolution de la production industrielle américaine. Puis ici, vous avez en rouge l'évolution de l'indicateur de la Fed de Philadelphie, en bleu celle de New York. Alors, New York reste entre 0 et moins 1 hein, depuis un bon moment maintenant. La Fed de Philadelphie en sort. Qui a raison? Ça va être une vraie question dont on aura la réponse le 1er octobre prochain. Mais c'est un point intéressant de voir effectivement si les données de l'ISM qui sont en violet ici sont confirmées ou pas. Ça va être un des points majeurs. Ce que nous disent les signaux pour l'instant, c'est que ça devrait rester, l'ISM devrait rester assez fort et maintenir cette espèce de confusion entre une demande qui n'est pas très forte, des demandes de biens d'équipement qui ne sont pas très robustes. Alors on va avoir cette semaine les chiffres de commandes de biens d'équipement, ça va être extrêmement important parce que on a du mal à imaginer que les chefs d'entreprise aillent bien ou le disent de la sorte et qu'ils n'investissent pas davantage en termes sur leur outil de production. Donc là, on va attendre avec intérêt ce qui va se passer du côté des entreprises dans un univers où l'ISM a été très fort. Donc voilà, ça c'est les points que je voulais évoquer sur les États-Unis. Sur la Chine, des signaux, on va commencer par celui-là, des signaux plus positifs, hein, avec le PMI chinois qui est sorti hier à 52,2 contre 50,1, donc un mouvement 51,2 pardon, contre 50,1 en août, donc une amélioration qui reflète une augmentation, une amélioration des commandes, qu'elles soient internes, hein, on maintient un ratio nouvelles commandes sur stock à un niveau raisonnable, c'est pas spectaculaire,
et des commandes à l'exportation qui repassent au-dessus de 50. En d'autres termes, on a la dynamique de demande qui n'avait pas été très robuste, a tendance à être un petit peu plus forte, notamment à l'exportation. Alors, on sera attentif ici aux questions liées aux autres pays asiatiques. Je pense à Taïwan, je pense à la Corée notamment, dont on aura les indicateurs d'activité le premier prochain. Et ça va être intéressant parce que si effectivement les indicateurs de commerce extérieur, de commande à l'export s'améliorent, on aura peut-être des signaux un peu plus favorables sur la Corée et Taïwan. Ça va être un des points à surveiller. Si on regarde le Japon, on a un vrai souci quand même sur le Japon parce que on s'est tous concentrés sur les Abenomics, mais on n'a toujours pas d'inflation, à part une inflation liée au pétrole. L'activité est modérée plus, disons, et on a un commerce extérieur qui reste extrêmement dégradé. Comme on le voit ici, les exportations peinent un peu, malgré des effets de compétitivité. Elles peinent un peu, alors que les importations sont toujours extrêmement fortes, et ça peut créer une situation un peu difficile à gérer du côté de la Banque du Japon et du gouvernement japonais, parce que globalement, c'est ce qu'on avait évoqué une fois ici déjà, les Japonais vont avoir le sentiment d'importer de l'inflation, et alors qu'il n'y a pas de tension excessive sur l'appareil productif japonais, et que de ce fait-là, il y a une baisse de pouvoir d'achat, ce qui posera un certain nombre de questions. Donc voilà, c'est ce que je voulais évoquer sur ce plan. Du côté européen, ah bah oui, c'est bien ce qui me semblait, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai effacé un graphique et j'ai mis le mauvais. Vous avez ici l'indicateur, alors j'ai effacé ah mince, en fait l'indicateur est aux alentours de 51 ici, et j'ai repris, bref, je me suis trompé. Vous avez ici l'indicateur, alors on va mettre un petit point pour bien le matérialiser, il est à peu près ici. Voilà, quand on met même une couleur un petit peu plus forte, voilà, il est plutôt ici le point du mois de septembre. Donc on a une amélioration significative de l'indicateur. On va essayer de faire propre quand même. Hein. Voilà. Donc on va prendre un petit stylo. On est plutôt ici sur le mois de septembre. Donc on sort progressivement, on valide la sortie de récession de la zone euro, et c'est ça qui aujourd'hui est intéressant. Et ce point à souligner, c'est qu'on doit souligner aussi, c'est que sur l'emploi aussi on a des améliorations très significatives. On évoquait cette question la semaine dernière à propos de la France, mais quand on regarde l'indicateur zone euro, sur le mois de septembre, l'amélioration moi à laquelle je suis le plus sensible, c'est cet indicateur du marché du travail. Et cette indication suggère que le marché du travail pourrait s'équilibrer autour de la fin d'année. C'est une nouveauté, c'est un point majeur dans l'appréhension de la dynamique européenne. Donc ça, c'est quelque chose un point auquel on doit être extrêmement attentif. La situation interne pourrait à terme se stabiliser du fait de la stabilisation du marché du travail. Ça réduit l'incertitude de façon significative, et là, c'est un point majeur sur lequel il faudra se concentrer. On avait déjà la même chose la semaine dernière quand on regardait la France, on avait évoqué cette question parce qu'on avait eu les chiffres d'emploi du deuxième trimestre, mais de façon cohérente avec l'évolution de l'indice emploi, l'idée c'était d'imaginer que l'emploi s'améliore ou se stabilise plutôt autour de la fin d'année. Alors, je reviens ici sur mon graphique, hein, vous voyez l'indicateur zone euro est ici, celui-là est à jour, et on voit la France qui est ici à 50, et puis l'Allemagne qui est à 52,4 de mémoire, donc une amélioration très significative de l'ensemble des pays européens. On n'a pas encore de détails sur l'Italie, l'Espagne, etc.
on l'aura la semaine prochaine, mais on a quelque chose ici de plus positif sur la zone euro, et c'est ça aujourd'hui ce qu'il faut retenir. Alors, bien sûr que ça peut être un feu de paille, mais généralement, les signaux qui sont envoyés par ces enquêtes sont d'assez bonne qualité. Et donc, là, on a des éléments plutôt favorables. Et puis, l'autre point qu'on peut observer, c'est que l'indicateur le ratio nouvelle commande sur stock reste à un niveau élevé. Alors, il avait très fortement progressé en août, il retrace un tout petit peu en septembre, mais quoi qu'il arrive, tout ça est facteur, reflète une amélioration à venir de la production industrielle, et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Restons sur le commerce extérieur. Ah, je vois une question. Vous y croyez vraiment à cette reprise? Ce ne serait pas dû à l'effet saisonnier des vacances et des emplois effectifs du gouvernement? Non, on n'est pas dans cette logique. On observe que globalement, pour moi, la raison, on n'est pas dans une reprise. Attention. Alors, attention. Sur l'Europe, on voit effectivement des éléments de reprise. On voit des indicateurs qui passent quand on regarde ces enquêtes, quand on regarde les enquêtes locales, on voit des améliorations significatives. Et on le voit en Allemagne, on l'a vu, on le verra tout à l'heure sur l'IFO, on a des signaux qui sont plus robustes. Et ça, c'est quelque chose qui, généralement, dans le passé, ont donné des signaux et ont été précurseurs de ce qui se passait. Donc, moi, j'ai un peu tendance à m'appuyer sur cette régularité et de me dire que dans le passé, des signaux du même type ont eu des conséquences, si je puis dire, assez favorables. Donc ça, c'est un point important. L'effet saisonnier des vacances, il est toujours désaisonnalisé. Toutes ces données sont désaisonnalisées. Donc, il n'y a pas d'effet particulier lié aux vacances. La désaisonnalisation a pour mission de gommer ces éléments. Et généralement, ça marche assez bien. Quant aux emplois aidés, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a eu, si on parle de la France, alors la France est à 50. Hein. Pour l'instant, le signal sur la France, c'est que globalement, l'activité s'est stabilisée. On est à un très faible niveau et elle s'est stabilisée. On n'ira pas forcément plus loin pour l'instant sur la dynamique conjoncturelle française. On ne peut pas en dire beaucoup plus, mais pour l'instant, elle est stabilisée. C'est ça qui nous importe. Et oui, sur les emplois aidés, quand on regarde les contrats d'avenir ou des choses comme ça, ça marche pas bien. Ça marche pas bien pour une raison simple, c'est que ce sont essentiellement des contrats payés par le secteur public. Et le secteur public en région n'a plus un rond parce que l'État ne donne plus rien. Donc là-dessus, on n'a pas cet effet. Non, on constate que en Espagne, en Italie, il y a des effets très forts il y a des ajustements forts qui ont été faits sur les coûts, sur les prix, et ça donne des opportunités assez significatives. Hier, j'avais le plaisir de dîner avec le gouverneur de la Banque de France, et ce qu'il disait, en fait, le souci français, c'est que dans l'ajustement qu'on observe, on est moins compétitif sur les prix que les Espagnols et les Italiens qui ont fait de très gros efforts sur cette question, et on n'est pas compétitif vis-à-vis de l'Allemagne qui a fait des efforts de recherche et de productivité assez forts, et donc de qualité de produit qu'on n'a pas. Et donc il dit voilà, c'est un peu pour ça qu'on est à la traîne dans cette phase de reprise, mais globalement les signaux sont plutôt favorables et devraient permettre progressivement d'entraîner l'économie française vers le haut, mais personne ne rêve non plus là-dessus. On en reparlera tout à l'heure parce que le budget va peser assez sensiblement sur les comportements. Donc voilà, mais je pense que dans la dynamique européenne, mon sentiment est que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre ont tendance à tirer l'économie européenne vers le haut et la France en profite. Je ne suis pas sûr, effectivement, que la dynamique française soit une dynamique autonome.
Dernier point, justement, pour aller dans ce sens-là, vous avez ici le solde du commerce extérieur de la zone euro. Alors, on est toujours sur des niveaux très élevés par rapport à ce qu'on observait. Mais ce qui est intéressant, c'est le graphique d'après, qui est ici, où vous avez en bleu l'évolution des exportations et en violet l'évolution des importations. Et c'est les importations qui m'intéressent. Quand on regarde les importations, on voit que depuis 2 mois, les choses se stabilisent. Et hier soir, toujours dans ce même dîner, ce que disait le gouverneur de la Banque centrale, c'est que, il y avait la médiatrice du crédit qui était là aussi, et eux deux avaient donné les mêmes signaux, qui étaient que la demande de crédit s'était un tout petit peu améliorée en juillet-août en France, et que cette situation était intéressante. Alors personne ne rêvait, mais il y a probablement une situation où le pire est passé, et c'est toujours intéressant d'observer que le creux est passé. Donc c'est ce point-là qu'il faut retenir aujourd'hui. Personne n'imagine une croissance très vive dans les mois qui viennent, personne, mais il est intéressant d'observer que probablement le point bas est passé. Sur l'Allemagne, revenons un instant sur ce pays. Vous avez ici les 3 enquêtes, l'IFO en violet, le ZOO le ZOO en rouge et le PMI en bleu. Et on a toujours cette cohérence avec le PMI qui est un petit peu en dessous, mais globalement, on a des signaux très forts. Hein, qu'on regarde le ZOO, qu'on regarde l'IFO, on a des choses qui sont robustes. Alors, j'ai oublié de mettre le détail de l'IFO qu'on a eu ce matin. Ce qui est intéressant quand on regarde notamment la partie perspective, c'est qu'aujourd'hui, il y a une attente forte sur la dynamique du marché intérieur, sur la conso notamment. Il y a une dynamique forte sur le secteur manufacturier. En revanche, personne ne croit à l'immobilier. L'amélioration qu'on a pu observer vaguement sur l'Allemagne ne sera pas a priori durable quand on regarde les chefs d'entreprise. Donc on a une dynamique intéressante parce que vous avez quelque chose qui reflète, qui relate certaines tensions sur le marché intérieur, et puis une dynamique manufacturière qui est liée aux échanges, qui reste assez robuste. Ça veut dire que la situation en Allemagne a une allure plutôt sympathique aujourd'hui. Alors, dans le cadre des élections qu'on a pu observer ce week-end en Allemagne, Merkel a gagné, elle va faire une alliance. Je ne pense pas qu'elle perde beaucoup de pouvoir dans cette alliance, quel que soit le marié à côté. Mais est-ce que l'Allemagne va changer de stratégie? Je n'y crois pas. Pour l'instant, elle s'est fait réélire en mettant les Allemands en premier, en disant très clairement qu'il faudra faire quelque chose sur la Grèce. Donc tout ça est dans la tête des Allemands. Je pense que si elle fait quelque chose, elle le fera plutôt vers la fin de son mandat pour sortir brillamment de son 3e mandat et dire, vous voyez, c'est moi qui ai sauvé l'Europe. Donc si on devait avoir un timing, je pense que sur les 2 dernières années du mandat, on aura quelque chose d'assez fort. Pour l'instant, il n'y a pas de raison d'être plus actif que cela. Alors un point sur l'indicateur français, et vous avez sur les enquêtes qui ont été menées, vous avez ici en violet l'évolution de la production du ratio nouvelles commandes sur stock, et on voit une amélioration très significative au mois de septembre, et vous avez en bleu l'évolution de la production industrielle sur 6 mois. Ça se calme mieux que l'évolution sur 3 mois, et si le signal, l'accélération qu'on voit sur le ratio se confirme, eh bien sur la fin d'année, on pourrait avoir des situations un petit peu plus favorables dans le secteur manufacturier et donc générer une dynamique plus positive. Je reviens, ça c'est le graphique que j'évoquais tout à l'heure, on va pas revenir dessus parce que c'est un point important. Et puis, on va passer aux questions liées à la France. Alors, il y a eu beaucoup de questions, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un article, un dossier même dans l'IB disant les entreprises sont les grandes
les grands vainqueurs du budget, des arbitrages budgétaires français. Et moi, j'en avais discuté avec Vittorio De Filippis, qui avait fait l'article, et je lui avais envoyé ce graphique en disant, si les entreprises peuvent voir leur situation se stabiliser, ce serait plutôt une bonne chose compte tenu de l'évolution de leur taux de marge. Vous avez ici en bleu l'évolution du taux de marge des entreprises, qui était, ça c'est les sociétés non financières. Souvent, je vous présente les entreprises non financières, c'est-à-dire intégrant les entreprises individuelles. Là, j'ai pris simplement les sociétés non financières, donc hors entreprises individuelles. Et vous voyez que le taux de marge a évolué entre 30 et 32,5% depuis la fin des années 80, et que là, on est passé à plutôt 28%, et ce qui pèse très lourdement sur les capacités d'autofinancement des entreprises. Et dans le même temps, eh bien, la part des rémunérations a progressé assez sensiblement durant cette période de crise. Alors, ça ne veut pas dire que le revenu que vous avez touché, que j'ai touché, a augmenté de façon aussi rapide, mais ça veut dire que le coût salarial a augmenté de façon significative. Il faut bien dissocier entre le coût salarial qui intègre les charges patronales, les charges, les cotisations sociales que vous payez, et les charges patronales qui sont payées par l'entreprise, mais finalement par vous aussi, et principalement par vous, et puis ce que vous touchez effectivement à la fin du mois dans votre compte. C'est deux choses différentes. Mais là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a cette divergence assez forte entre les deux, l'un qui monte, l'autre qui baisse. Alors on peut le voir sur ce graphique où j'ai éliminé la partie impôt liée à la production, qui est ici en violet, qui a augmenté très fortement jusqu'à la fin des années 90, et qui aujourd'hui est à peu près stable quand on regarde la répartition de la valeur ajoutée. Si on regarde ce graphique, donc qui enlève les impôts, on voit mieux le distinguo. Alors, le point sur lequel il faut être attentif, c'est que généralement, quand on regarde les périodes récentes sur d'autres pays que la France, eh bien, ce graphique a une autre allure. Généralement, la part des rémunérations baisse dans le partage de la valeur ajoutée au bénéfice des entreprises. Donc, de ce point de vue-là, l'économie française est un peu atypique par rapport à ses voisins, par rapport aux Anglais, par rapport aux Allemands, par rapport aux Américains. Et donc, quand on a ce graphique-là en tête, on se dit qu'il y a un truc, enfin, les entreprises manquent de capacité d'autofinancement par manque de marge pour financer leurs investissements. Or, on sait que l'investissement est le facteur qui permettra de sortir de cette crise, qui permettra d'infléchir le cycle économique dans la durée. Et donc, si le budget qui va peser sur les ménages et pèse un peu moins sur les entreprises, permet à celles-ci de retrouver une allure plutôt favorable à l'investissement et donc à terme à l'emploi, eh bien c'est un point sur lequel il faut s'appuyer et accentuer le phénomène. Ne se baser que sur des problématiques de rémunération et de consommation serait probablement un peu excessif et ne permettrait certainement pas une inflexion de l'activité et du cycle économique. C'est ce point-là sur lequel on doit être attentif aujourd'hui, et c'est le choix, me semble-t-il, qui a été fait du côté des orientations budgétaires. Alors, quelles orientations ont été prises? Principalement, on a une augmentation des prélèvements de 3 milliards, mais ces 3 milliards, c'est du net. Il va y avoir des ajustements, et du côté des ménages, on va avoir des ajustements assez forts, puisque la TVA va augmenter, tous les taux de TVA vont augmenter, sauf certains taux très bas qui vont légèrement baisser, mais dont l'impact global sera assez limité. Donc il va y avoir un prélèvement supplémentaire de l'ordre de 6 à 7 milliards d'euros, ce qui est important, qui touchera tout le monde. Et puis il y a d'autres mesures qui ont été mises en avant du côté des entreprises, du côté des ménages, mais qui traduit non pas un changement,
mais un essoufflement de ces questions. En d'autres termes, les gouvernements depuis 2-3 ans veulent absolument réduire les niches fiscales, ces situations qui vous permettent de disposer d'avantages fiscaux du fait de votre position ou de votre nombre d'enfants ou je ne sais quoi. Ces niches fiscales sont érodées, sont gommées progressivement. Alors, ce qui est intéressant à souligner, c'est que pendant très longtemps, on s'orientait, on se calait sur les niches fiscales les plus rémunératrices, si je puis dire, et laissant tranquille le ménage moyen. Aujourd'hui, on a tendance, et c'est ce que dit le gouvernement dans son message, on a tendance à se positionner plutôt sur les classes moyennes, et donc parce que les niches sur les revenus les plus élevés, elles sont un peu épuisées, même s'il y a encore pas mal de choses à faire du côté des territoires d'outre-mer, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Mais les niches touchent maintenant les classes moyennes et supérieures, ce qui n'était pas le cas auparavant ou pas de manière directe. Et ça le touche par deux éléments. La première, c'est la réintégration d'une sorte de prime de baisse d'impôt qui était mise en place. Donc ça va supprimer les baisses d'impôts vont être annulées et donc ça va coûter entre 150 et 250 euros d'impôts supplémentaires. C'est quelque chose qui ne touchera pas le type qui gagne 15 000 euros par mois. Par contre, celui qui a des revenus moyens ou peu élevés va être affecté par cette question. Ça, c'est le premier point que je voulais évoquer. Le deuxième point, mais qui va toucher la même partie de la population, c'est la baisse du quotient familial, qui va là aussi toucher plutôt les revenus moyens supérieurs que les revenus très élevés ou les revenus très faibles, ne payant pas d'impôt. Donc là, il y a un changement, il y a non pas une dérive, parce que le terme n'est pas beau, mais un changement du côté des disponibilités avec cette réduction des niches fiscales sur l'éducation et sur le quotient familial. Donc ça, c'est un point qui va être important parce que entre la hausse de TVA et la hausse de cette fiscalité, le ménage moyen, celui qui dépense beaucoup, qui a une propension à consommer relativement réduite, eh bien, va dépenser un peu moins parce que son revenu sera un petit peu plus faible. Et comme sa consommation dépend directement de son revenu, eh bien, il y aura probablement, sur le premier trimestre, notamment lié à l'effet TVA, un impact sensible sur la consommation des ménages et donc sur la dynamique qu'on pourra observer au sein de l'économie française. Donc voilà, c'est ce point-là que je voulais souligner, de se dire, ben voilà, on a effectivement un budget qui va rester élevé, enfin un déficit budgétaire qui va rester élevé. Quelles sont les orientations qui sont prises? Et il me semble que ces orientations qui visent à aider plutôt les entreprises, mais c'est pas aussi net que ça malgré tout, parce que les entreprises sont aujourd'hui soumises à un environnement un peu compliqué à gérer, mais l'orientation est de dire on va plutôt vers une stabilisation de la situation du côté des entreprises, quitte à ponctionner les ménages, parce que le cycle économique reprendra davantage avec les entreprises qu'avec les ménages. C'est le choix qui a été fait par le gouvernement. Je pense que c'est assez judicieux comme ordre de passage, parce que l'entreprise est celle qui investit et celle qui crée des emplois. Et si on ne joue pas dans cette logique-là, ça peut être préjudiciable. Donc voilà, c'est ce point-là. Alors deux autres éléments sur le budget sur lesquels il va falloir être attentif demain matin. La première chose, c'est que les budgets vont être les impôts, pardon, la grille des impôts, des différentes strates, je cherche le mot, va être réévaluée, hein, puisque
les différents seuils vont être réindexés sur l'inflation, ce qui n'était pas le cas depuis 2 ans, et donc ça avait tendance à rehausser de manière significative les impôts. Mais c'est pas parce que la grille va être réévaluée que spontanément vous paierez moins, parce que les hausses précédentes sont maintenues. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le gouvernement a très clairement indiqué que il baisserait ses dépenses de 15 milliards. On va valider cette question demain. Est-ce que c'est une vraie dépense ou pas? Parce qu'on peut avoir une lecture un petit peu compliquée. On voit que le gouvernement va baisser de 15 milliards ses dépenses, mais dans les faits, il va les augmenter de 5 milliards. Alors, est-ce que c'est compatible ou pas? C'est compatible quand on a en tête que spontanément, les dépenses publiques augmentent de 20 milliards du fait des ajustements de salaire, etc., des engagements pris par l'État. Donc, pour maintenir la situation en l'état d'une année sur l'autre, eh bien, il faut augmenter les dépenses d'environ 20 milliards. Si l'État réduit de 15 milliards, 20 moins 15, il reste 5, donc 5 d'augmentation des dépenses de l'État. Donc voilà ce que je voulais évoquer avec vous. Alors, on sera très attentif dans le document qui sera publié demain sur les prévisions de croissance. L'orientation est de faire 0,8 l'année prochaine. Je pense que c'est assez consensuel. La problématique est de savoir ce qui va se passer après, parce que après, le gouvernement se cale immédiatement sur 2%. 2%, c'est beaucoup. 2%, c'est probablement excessif. Au moins sur 2015, pardon. On peut peut-être envisager quelque chose d'un peu plus fort en 2016. Moi, je pense que le point que François Hollande a en tête, c'est un cycle politique. De dire, ben voilà, au début, j'arrive, c'est un peu le foutoir. Mettre en place des stratégies de croissance à tout prix, c'est finalement prendre un risque fort, puisque globalement, personne ne va bien en zone euro, et si moi je dépense tout seul, ça peut être à fond perdu. Par contre, au bout d'un certain temps, on est peut-être dans cette phase de virage ici, peut-être que dans un certain temps, il sera intéressant, une fois que les ajustements en Espagne, en Italie, en Angleterre auront été faits, que ces pays retrouveront un peu d'allure, il sera peut-être temps, à ce moment-là, d'infléchir la situation. Le budget tel qu'on le voit peut participer à cette question, pour que, effectivement, en 2016, 2015, 2016, 2017, la situation économique s'améliore, tout le monde contribuera positivement en Europe, que ce soit l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre ou l'Allemagne, et nous, on contribuera aussi, et de ce fait-là, j'arriverai en 2017 dans les conditions les plus favorables aux élections. C'est un point sur lequel on doit être attentif, parce que je pense que c'est un schéma de pensée qu'on doit pouvoir observer du côté de l'Élysée, et c'est pour ça que le cycle économique est important, mais le cycle politique l'est probablement encore davantage. Donc voilà ce que je voulais évoquer avec vous. Donc si on résume sur la France, une croissance qui va rester modeste. Je pense qu'on sera à 0,1, 0,2 cette année, aux alentours entre 0,7 et 0,8 l'année prochaine. Peut-être un petit peu moins. Ce qui va être essentiel pour comprendre le chiffre de l'année prochaine, c'est ce qui va se passer au premier trimestre avec l'augmentation de la TVA. Si on est à 0, ça fait une croissance de simplement 0,6 sur 2014, ce qui est pas très robuste et qui n'aura pas des effets incitateurs trop forts. Donc ça, c'est le point sur lequel on sera attentif, et on va regarder en fonction de ça ce qu'on peut attendre sur 2015-2016. On va être attentif au scénario économique qui va être publié en même temps que le projet de loi de finances. Donc voilà, c'est le genre de choses, le genre de points sur lequel on sera attentif, mais on sera attentif aussi du côté des mesures qui seront prises, que ce soit sur les dépenses ou sur les recettes. On en reparlera, probablement que j'écrirai des choses là-dessus. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Et si vous avez des questions, je suis preneur. Mais s'il n'y a pas de questions, eh bien je vous dis à la semaine prochaine. Et puis passez une excellente semaine. Ciao à tous!